Bonjour Eric. Bonjour à tous. Bonjour. Peut-être une présentation rapide de qui tu es et de ce qu'est ta direction et ce qu'elle recouvre, qui est assez vaste quand même. Alors, d'abord, merci d'être nombreux et puis je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis en charge à la Banque de France donc, des moyens de paiement. On a décidé assez récemment, ça fait un an en fait, de regrouper tous les moyens de paiement sous une seule unité. Ça correspond à une évolution qui est assez forte dans beaucoup de banques centrales. Où on se rend compte qu'il est absolument indispensable de renforcer notre capacité de suivi, d'analyse et de supervision des paiements, et donc d'avoir une vision sur toute la chaîne. Alors à la Banque de France, la chaîne, elle est longue parce que ça commence à la fabrication du papier pour faire des billets de banque. Donc vous voyez, on est très concret et très industriel, donc on est loin du digital, quoique, parce que c'est une usine qui est quand même très digitalisée, comme toutes les industries en France maintenant. Voilà, donc il y a ça, et puis effectivement, on va jusqu'au suivi, à la supervision, ou en tout cas au suivi, à l'analyse des moyens de paiement les plus innovants, les plus digitaux. On regarde aussi de très près, vous vous en doutez, tout ce qui est crypto, stablecoins, ainsi de suite. Voilà, donc un panorama très large qui est quand même marqué par, on y reviendra, par un facteur qui est très très fort, qui est que on a une mutation accélérée des habitudes de paiement et des comportements des utilisateurs. Vous le savez très bien, encore mieux que moi, avec finalement énormément de points d'interrogation sur la trajectoire des paiements dans le futur, y compris de moyen terme, c'est-à-dire à 5-10 ans. Et vous le savez aussi, là aussi, on a beaucoup de points d'interrogation. Et pour nous, il s'agit d'arriver à gérer à la fois l'ancien monde. Je dis pas ça de manière négative, mais c'est le cash. Hein, j'y reviendrai, pardon. Mais Le cash, il y a c'est encore encore beaucoup. un petit volume quand même dans nos paiements de tous les jours. Ah ouais, non, ça reste. Enfin, le cash, ça reste très important. Hein. C'est un peu contre-intuitif, mais je ne sais pas si vous avez en tête que nous, on suit à la Banque de France, parce que c'est nous qui émettons, bien sûr, ce qu'on appelle les émissions nettes. Les émissions nettes, c'est ce qu'on met sur le marché dans tous les distributeurs auxquels vous allez, moins ce qu'on retire, billets usés, pour être détruits. Les émissions nettes, depuis le démarrage de l'euro, hein, depuis donc plus de 20 ans, elles ont augmenté en moyenne, elles étaient positives en moyenne de 5 à 6% chaque année. Donc ça veut dire que le volume de billets en circulation n'a fait que croître. Dans la même période, pourtant, il y a eu beaucoup de lois pour baisser ce qu'on peut payer en cash et la valeur maximale de ce qu'on peut payer en cash. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a 29 milliards de billets en circulation dans la zone euro et en dehors de la zone euro, en nombre de billets, pour une contre-valeur de 1500 milliards d'euros. Par rapport au lancement de l'euro, quand on a abandonné nos francs et qu'on a mis l'euro à la place, on a multiplié par 4. Voilà. Donc, on dit le cash est mort, plus personne l'utilise. Alors, c'est vrai et faux. C'est vrai parce que dans le comportement transactionnel de chacun d'entre nous pour les paiements, on utilise de moins en moins le cash. Par contre, il y a une appétence considérable pour le bas de laine. Et donc, en fait, le cash devient un instrument de thésaurisation. On estime que sur les 1500 milliards d'euros qui sont dans la nature, on en a 40% de ces 1500 milliards d'euros qui circulent ou qui sont utilisés ou thésaurisés hors zone euro, Extrême-Orient, Europe orientale, Afrique, beaucoup. 40%, 40 autres pourcents qui sont sous nos matelas, en France, au Luxembourg, en Allemagne, en Grèce. 40%, c'est énorme. Et puis le 20% résiduel qui baisse chaque année, sert à payer sur les marchés, enfin dans nos achats de la vie quotidienne. Donc ça, bien entendu, c'est une révolution par rapport à il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Donc c'est de moins en moins transactionnel et de plus en plus juste thésaurisation et refuge. Il y a une espèce de changement d'ADN en fait. Hein. C'est de moins en moins moyen de paiement au sens paiement transactionnel et de plus en plus un outil de thésaurisation. Voilà. Et donc ça disparaît pas, hein, c'est ça le sujet. Et comme tu as un service des études fourni, quels sont les retours ou quelles sont les explications pour expliquer qu'on veut... Alors on sait pourquoi on transacte moins, il y a plein d'outils, on en parlera, mais pourquoi on veut de plus en plus thésauriser avec des bouts de papier sous un matelas. Pourtant on a montré en 2008 que la confiance des banques en Europe n'a pas non plus sombré. Oui, alors c'est un facteur qui est peut-être pas forcément ultra rationnel, quoique ça dépend des moments. Nous, ce qu'on note comme banquier central, c'est que dès qu'il y a un soubresaut politique, social, économique,
il y a des sorties au DAB plus importantes. Voilà, ça c'est le truc classique. D'accord. Et alors en particulier... La semaine dernière, il y a eu du DAB là ? En particulier, période de réserve, je parle de rien là sur ces sujets. Mais en particulier, lorsqu'il y a des grandes crises, la grande crise financière de 2008, la crise dette souveraine qui a suivi, on a eu des sorties considérables. On a même dû alimenter en urgence certains pays de la zone euro en billets pour pouvoir faire face aux sorties. Donc voilà, c'est ça qui se passe. Il y a un autre facteur qui est très important, c'est que, alors c'est moins vrai, c'est pas vrai ou pas trop en France, je pense, mais peut-être un peu, c'est que inconsciemment, je dis bien inconsciemment, puis tout à coup ça devient conscient en cas de situation extrême. Les citoyens savent qu'il y a deux formes de monnaie. Il y a la monnaie centrale et la monnaie commerciale. Alors ça, je rentre dans des considérations un peu d'économiste ou de banquier central, mais c'est pas neutre et c'est pas trivial. La monnaie centrale, c'est la partie de vos réserves que vous pouvez avoir en garantie auprès de la Banque centrale en direct. Et c'est celle qui est la plus fiable a priori. Et donc aujourd'hui, elle n'est que sous forme de cash. C'est-à-dire que quand vous détenez du cash, vous détenez une créance sur la Banque de France, sur l'eurosystème. Et une banque centrale, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire, ne fait jamais faillite. Quand vous détenez la monnaie commerciale, vous la détenez sur votre compte courant et, à Dieu ne plaise, et en France, il n'y a aucun risque, heureusement, mais une banque peut faire faillite. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un risque sur une banque ? C'est pas arrivé en France depuis très longtemps, mais vous savez que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, y compris chez nos amis suisses, l'année dernière. Eh ben, les gens se ruent aux distributeurs pour récupérer leur argent. Tiens, comme c'est bizarre, pourquoi ils se ruent aux distributeurs ? Parce qu'ils pensent que sous forme de billets, c'est plus solide qu'en laissant sur le compte, son compte bancaire, si sa banque risque de faire faillite. Donc c'est ça le sujet. Et c'est pour ça que le cash continue à être plébiscité, parce qu'on sait que c'est la forme ultime de sécurité, entre guillemets, on sait où on intuite, pour donc sécuriser ses avoirs. Je donne un autre exemple, moi, qui me frappe. J'ai de la famille en Grèce. Donc ils sont passés dans les 20 dernières années, dans tous les tourments que vous connaissez, baisse de 20% des salaires des fonctionnaires, 30% des retraites, enfin bon. Ma cousine qui vit à Athènes me dit tous les gens qu'elle connaît autour d'elle, ils ont 3 ou 4 planques en billets de banque chez eux, répartis. Parce qu'ils disent l'argent que j'ai dans ma banque X en Grèce, je suis pas sûr, surtout vu tout ce qui s'est passé dans le passé, je suis pas sûr qu'un jour il s'évapore pas. Par contre, mes billets de banque, je pourrais toujours aller me les faire rembourser, me les faire payer à la Bundesbank, à la Banque de France. Voilà. Donc c'est ça la réalité. C'est une question de la taille de mémoire vive aussi, parce qu'il y en a qui n'ont pas vécu les brouettes. Ouais, bien sûr. Parce que le billet, il peut valoir pas grand-chose. Hein. Oui, alors le billet, mais aussi ce qu'on a dans ses comptes d'épargne. Oui, c'est tout. Il n'y a pas que le billet. Donc voilà. Donc le cash, tout ça pour dire que... Alors je ne suis pas venu pour faire la promotion du cash, parce que l'autre point très important... Ils vont être enquiquinés, parce que la plupart, ils font de l'électronique. Voilà. Je suis un peu contre-intuitif par rapport au métier que vous exercez, mais simplement, et ça c'est mon job en tant que banquier central, c'est qu'il faut qu'on qu'on réussisse à assurer la résilience des paiements. Et c'est là où c'est un sujet très sérieux. La résilience des paiements aujourd'hui ne peut pas, alors je vais peut-être vous décevoir, ne peut pas reposer que sur le digital. C'est impossible. C'est impossible parce que dans nos vies quotidiennes, il y a des cas de figure où on n'a plus d'électricité. Voilà. Donc on n'a plus de digital. Et donc moi, je suis payé en partie pour vous garantir que le jour où vous n'avez plus d'électricité, vous pourrez continuer à acheter à manger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais le DAB, il ne marche plus. Oui, mais il y a d'autres... Alors, je suis intarissable sur ces sujets. Mais... Non, on va passer à mes autres questions. Le DAB ne marche plus, mais on a des moyens pour distribuer du cash dans les cas extrêmes, bien sûr, quand il y a pas de DAB. Voilà. Il y a beaucoup de plans. C'est arrivé, vous voyez, par exemple, dans les ouragans qu'il y a eu dans les Antilles il n'y a pas très longtemps, Saint-Martin, où il n'y avait plus rien, on a distribué à la population du cash pour pouvoir acheter à manger. Voilà. On en arrive là. Et on est au XXIe siècle. Donc ça, il faut qu'on l'intègre dans nos schémas, je dirais, de vie et de continuité. Le digital, c'est bien sûr indispensable, très bien, et c'est plébiscité, tant mieux. Mais il faut aussi assurer alors, en même temps, donc pour, le basique. Alors,
Ça faisait partie, d'ailleurs j'ai encore des questions sur le cash, mais puisque ici on a beaucoup travaillé depuis 15 ans sur le terme cashless society. C'est plus dans les pays du Nord où c'est arrivé à un extrême, mais enfin chez nous ça a quand même beaucoup progressé. Tu disais 20% pour le transactionnel, j'imagine que c'était beaucoup plus avant. Donc aujourd'hui quand même la Banque de France est largement préparée à travailler sur ces sujets depuis des années. Pour toi c'est quoi les grands enjeux en 2024 et les grands challenges sur cette digitalisation de la partie transactionnelle des paiements? Alors, il y a énormément d'enjeux. Je crois que on a, bon, on va en parler. Je suivrai avec intérêt l'échange. Il y a l'enjeu de la souveraineté, hein, qui est un enjeu très fort. Il y a l'enjeu aussi de la fragmentation des paiements ou de la défragmentation des paiements, lié donc à la multiplicité des offres et avec la question de l'interopérabilité de ces offres, les standards techniques derrière. Donc ça, c'est un très gros enjeu. Et il faut qu'on arrive de façon ordonnée à avoir un paysage des paiements qui assure une interopérabilité et je dirais un parcours utilisateur qui soit transverse et qui soit efficace. Et on a aussi la question, enfin le troisième grand enjeu pour moi, c'est la question de la désintermédiation des acteurs traditionnels. Et je me mets dedans en tant que banquier central, hein, parce qu'un des enjeux des paiements, c'est est-ce qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui ultra puissants, donc les nouveaux entrants, les fameux big tech, ainsi de suite, n'ont pas vocation, vous savez que il y a eu déjà des tentations, voire des essais, n'ont pas des tentations à devenir émetteurs de monnaie. Hein, et donc, d'une certaine manière, désintermédier les banques centrales aussi. Mais avant ça, ils vont aussi désintermédier les autres. Hein. On a eu des gens sur cette scène qui, effectivement, nous expliquaient gentiment que ton métier ne servait à rien. En particulier, des acteurs du monde de la crypto ou de la DeFi. Et à l'époque, il y avait eu des débats quand il y avait eu Meta, qui avait effectivement sorti des choses. Pour l'instant, vous en sortez plutôt pas mal sur le sujet, à coup de régulation quand même. Ça me permet de... C'était pas prévu d'en parler tout de suite, mais quand même, vu qu'on parle de ça, l'euro numérique. Parce que quand même, tous ces acteurs qu'on a reçus qui nous disent non, mais franchement, quand on va jusqu'au bout du bout, quoi ça sert un banquier central? De toute façon, il y a quand même encore des gens là qui on ne devrait pas avoir confiance. Il y a quand même des êtres humains derrière, alors qu'avec notre système décentralisé, etc., c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins cher, etc. Et puis il y a l'euro numérique qui est arrivé là-dedans en disant on peut prendre le meilleur de tous les mondes, on peut aussi être rapide, on peut aussi être de confiance, on peut aussi des intermédiaires, mais c'est quand même avec la confiance d'un banquier central. Et il y a quand même eu des débats sur cette scène et avec des gens de cette salle en disant bon, je vois à peu près ce que ça donne en B2B. Ouais, je vois des cas d'usage avec le smart contract. B2C, je comprends pas. Et on a souvent ce retour. C'est où le retail case? Et puis alors si on le fait, mais alors finalement à quoi ça sert ma banque commerciale? Voilà, on en est où dans tout ça? Oui, alors c'est une vaste question. On peut prendre 2 ou 3 heures, mais je vais essayer. Non, je vais te donner 5 minutes, c'est pas mal déjà. Non, alors, il y a beaucoup de sujets lourds derrière cette question de l'euro numérique. La première, c'est quelle est la place de la monnaie? Est-ce que c'est un bien public et donc qui nécessite et qui mérite une gestion collective avec un certain nombre de règles? Ou est-ce que c'est dorénavant un support qu'on peut laisser gérer ou privatiser totalement ou pas? Ça, c'est une question qui revient et qui arrive et qui est en face de nous, hein, avec les grandes expériences de monnaie privée, entre guillemets, qui ont vu être lancées, Libra, ainsi de suite. Alors, ça ne va pas vous étonner, la position des banquiers centraux, c'est dire que la monnaie, c'est un bien public, et donc il faut un minimum de régulation, et qu'il est hors de question de revenir au Far West américain du XIXe siècle, hein, où il y avait... X banques qui émettaient la monnaie. Alors à l'époque, c'était des banques, juste des banques. Hein, il n'y a pas encore les... Donc voilà, ça c'est un sujet, je dirais, de perspective historique, mais aussi d'intérêt collectif. Donc ça, c'est pour cadrer, je dirais, le sujet euro numérique. Alors ensuite, la grande question qu'on se pose en tant que banquier central, on n'a pas encore la réponse. Le sujet, il n'est pas tranché encore. J'y reviendrai. C'est de savoir si la monnaie centrale, celle dont je parlais tout à l'heure, pour laquelle les gens se précipitent au DAB dès qu'il y a un petit problème, hein, donc elle a quand même une utilité entre nous. Hein. Est-ce que la monnaie centrale est condamnée à rester uniquement dans le monde physique, donc sous forme de billets? C'est ça le sujet. Est-ce qu'on est définitivement hors du jeu au niveau digital? Ou est-ce qu'il y a une raison, un motif, un business case pour transposer les billets de banque dans l'univers digital? Et là, si on dit oui, ou si on dit il faut regarder, il faut essayer effectivement de trouver les bonnes raisons. Alors il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du banquier central dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'ancrage monétaire.
L'ancrage monétaire, c'est quoi? C'est exactement ce que je racontais quand monsieur et madame tout le monde se précipite aux distributeurs parce qu'ils ont peur que Crédit Suisse, ils habitent à Lausanne, ils sont un matin devant leur distributeur pour récupérer le plus possible de francs suisses en billets parce qu'ils ont peur que Crédit Suisse se casse la figure. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que demain, ils ne peuvent pas aussi récupérer de la monnaie centrale sous forme digitale, en se connectant le matin. Voilà, et sécurisée, garantie par la Banque nationale suisse, ou demain par la Banque de France ou par l'Eurosystème. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ça veut dire quoi? Derrière, et c'est un sujet qui n'est pas neutre, on a un souci sur le niveau de confiance dans la monnaie à assurer. Et le niveau de confiance, c'est qu'il est garanti quand on sait qu'à tout moment, quand on a besoin, quand on a envie, on peut convertir ses avoirs en monnaie commerciale en avoirs en monnaie centrale. Voilà. Et ça, c'est exactement ce que fait M. et Mme Michu quand ils vont retirer de l'argent aux distributeurs parce qu'ils ont peur que leurs économies disparaissent. Donc ça, il faut qu'on continue à assurer. Et donc, quand on voit que l'usage transactionnel du cash diminue de plus en plus, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas, pour assurer la continuité de cet ancrage monétaire, un intérêt à convertir ou à proposer, tout en gardant le cash, de convertir une partie de la monnaie centrale sous forme digitale si nos concitoyens le souhaitent. Alors ensuite, il y a un deuxième sujet qui était ta question, c'est de savoir, et vous allez tous penser ça, et je sais que vous le pensez et vous le dites, et vous avez raison, dans des pays comme les nôtres, pays occidentaux qui sont ultra bancarisés, où l'offre de moyens de paiement est très riche. Et donc on ne peut pas dire aujourd'hui, il y a un manque criant de moyens de paiement digitaux pour la population. Et en plus, il y a des habitudes de paiement extrêmement lourdes qui sont très ancrées, une satisfaction très élevée de nos concitoyens dans les paiements cartes, par exemple, qui sont aujourd'hui ultra majoritaires. Qu'est-ce que vous venez nous embêter, pour être poli, avec votre euro numérique, pour aller acheter mon beefsteak au marché de Carpentras. Enfin, et effectivement, c'est un sujet qu'on a avec les collègues banquiers avec lesquels on discute aujourd'hui sur ce projet euro numérique. Dans le parcours client, l'expérience client et je veux dire, la justification d'un euro numérique dans son porte-monnaie, elle a expliqué que c'est beaucoup mieux dorénavant d'aller payer en monnaie centrale sur son app que vous aurez bientôt sur le téléphone pour aller acheter ses courses, que payer avec sa carte sans contact ou payer avec du cash ou payer avec autre chose. Enfin bon, le discours est compliqué aujourd'hui. Donc le besoin, en fait, il n'existe pas à ce stade. Il n'existe pas. Il n'est pas révélé. Personne vient vous voir dans votre famille en disant vivement que j'ai une application de paiement avec un QR code sauf si tu en euros numériques pour faire mes courses. Sauf si tu as une activité concurrente du retail et que tu m'offres toute la panel d'utilisation, mais beaucoup moins cher parce que tu es une banque centrale. Mais à ce moment-là, à quoi servent mes camarades le sujet, non, bien sûr, c'est une vraie question. Le sujet sur l'euro numérique, c'est de savoir donc s'il y a un intérêt. Il n'est peut-être pas spontané, mais il faut quand même regarder s'il peut exister et si on peut révéler aussi un usage et un besoin, un intérêt à convertir les billets de banque dans toute leur spécificité aujourd'hui dans le monde digital. Alors ça veut dire quoi, les convertir dans le monde digital? C'est donner un moyen de paiement digitalisé en monnaie centrale qui est un plus par rapport au moyen de paiement qu'on a aujourd'hui. Le plus, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de regarder. Et c'est par là qu'on pourrait justifier le portage du cash dans le monde digital. C'est de dire, si on émet un euro numérique avec un portefeuille en euro numérique spécifique qui sera téléchargeable sur nos smartphones, cet euro numérique, il aura cours légal. Alors ça, c'est déjà une grosse différence par rapport à tous les moyens de paiement qui existent. Parce que le seul moyen de paiement aujourd'hui qui est cours légal, c'est le cash. Le cours légal, ça veut dire quoi? Vous le savez, un commerçant ne peut pas refuser le paiement partout où on se présente en cash, sauf s'il n'a pas le rendu de monnaie. Ça, c'est l'exception légale, qui est logique, bien sûr. Mais voilà. Donc, cours légal, ça fait déjà la grosse différence par rapport à tous les autres moyens de paiement, parce que ça veut dire que on peut payer partout avec son euro numérique. Deuxième caractéristique, gratuité totale, comme le cash. C'est-à-dire que l'utilisateur... Alors, il y a bien des gens qui payent, vous allez me dire, ça c'est sûr. Je parle côté grand public, côté citoyen. Deuxième caractéristique, gratuité. Et donc ça, c'est effectivement très important, c'est le fait de dire, comme pour le cash,
Vous n'avez pas de fees à payer ou de cotisation. Voilà. Vous avez une application gratuite qui est mise à disposition par l'Eurosystème pour payer, qui a un pont avec votre compte bancaire parce qu'il faut pouvoir virer de l'argent pour alimenter son compte en euros numériques. Mais de la même manière que vous allez sortir des billets à un distributeur, donc ça débite votre compte bancaire et vous avez de la monnaie commerciale qui devient la monnaie centrale via billet, vous auriez la même chose quand vous créditeriez votre compte en euros numériques. Donc, gratuité. Une autre fonctionnalité qu'on est en train de regarder, qui me dit-on, je ne suis pas spécialiste, devient mûr au niveau technologique, c'est le paiement offline peer-to-peer. Ça veut dire quoi? Comme le cash, si je suis à côté de Laurent, je te dois 30 euros. Alors j'hésite à te payer en cash ou en euros numériques. Mais on peut, même si on n'a pas de réseau, ici d'ailleurs il n'est pas très bon, il y a un Wi-Fi, mais bon. Je suis assez d'accord. Je peux te virer, si tu as l'application bien sûr, qui est euro numérique, je peux te virer 30 euros. Et la réconciliation se fait ex post quand le réseau revient. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de paiement qui offre ça aujourd'hui. D'autres pourraient le faire, hein, je vais donner des idées. Mais ça serait une fonctionnalité qui permettrait de dire c'est du cash-like. Hein, voilà. Donc il y a un certain nombre de caractéristiques comme ça qu'on essaie de développer pour expliquer aux citoyens l'intérêt potentiel. Après, il faut voir si, dans les usages, ça sera plébiscité, l'intérêt d'avoir cet euro numérique. Alors, pardonne-moi, je vois bien ce que tu dis. En plus, je trouve ça extrêmement éclairant, l'exemple avec mon billet de banque que je prends au DAB et avec ce cours-là. Au-delà des sujets de bon courage pour que ça soit cours légal et que partout on l'accepte, y compris au marché aux puces, etc., ça marche dans les pays du Nord. Mais je repose ma question. Si tu vas jusque-là, il ne te manque plus qu'un bouton à rajouter et tu as toutes mes fonctions que j'ai dans ma banque. Pourquoi j'ai besoin de ma banque commerciale? Juste pour renvoyer l'argent chez toi et après je reste chez toi. Je garde ma banque pour le crédit. Et encore, tu fais des bons crédits, non? Je sais pas. Non, la Banque de France ne fait pas crédit aux particuliers. Hein, mais... Non, mais c'était une blague. Mais donc, je ne comprends pas le rôle finalement après que va garder la banque commerciale de détail dans le moyen de paiement. Enfin, dans la diversité des moyens de paiement et dans le paiement en général. Si c'est si safe, si c'est accepté partout, si finalement, une fois que je l'ai, je peux payer mon marchand il n'a pas besoin de le redéposer à la banque, il peut lui aussi aller payer son voisin, enfin, c'est comme un cash, quoi. Mis à part que tu sais combien j'ai. Pour le black, c'est plus compliqué. Mais bon, pourquoi le retail? J'ai pas dit qu'une des caractéristiques jusqu'à un certain montant, ce serait aussi la confidentialité du paiement. Hein. Alors, pour le black, il a les réponses à tout. Non, mais comme le cash. La Banque de France m'aide à faire du black. Alors, je l'entends beaucoup, ça. Je l'entends beaucoup. C'est un sujet qui est délicat. Mais ce qu'on prévoit, c'est de mettre un plafond maximum de paiement anonymisé, alors qui ne sera pas 1000 euros. Je ne veux pas te décevoir, hein, mais bon. Ça serait probablement quelques centaines d'euros. Et au-delà, bien sûr, là, par contre, ce serait... Mais la question aussi de la comparaison avec le cash, elle va jusque-là, hein, parce qu'il faut que ça ait les mêmes caractéristiques. Alors après, la question que tu poses, elle est fondamentale. Et c'est un grand débat, pour ne pas dire une crispation avec nos confrères des banques commerciales, avec lesquels on discute beaucoup, et on va continuer à discuter dans les prochains mois sur ce sujet, c'est de savoir s'il y a un risque. Je parlais de désintermédiation tout à l'heure. S'il y a un risque de désintermédiation des banques commerciales par rapport à la clientèle sur ce nouvel outil. Alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est de dire que l'application d'euro numérique, ça sera une application de paiement. Ce n'est pas une application bancaire dans laquelle on aura un conseiller en ligne, ou un conseiller tout court, dans laquelle on pourra faire un crédit. Enfin, ce n'est pas ça. C'est une application de paiement. Donc, on n'est pas en train de dire on va cloner... Et tu rémunères pas mes dépôts, quoi. Absolument. C'est comme le cash. Quand vous sortez un billet, vous avez 0 taux d'intérêt. Alors, ça vaut le coup d'avoir du cash quand les taux d'intérêt sont négatifs. Par contre, quand ils sont positifs, c'est un arbitrage, mais enfin, on perd de l'argent. Hein. Même chose pour l'euro numérique. Et donc, le sujet, c'est bien de donner une app de paiement, et peut-être demain une carte, on le fera dans un deuxième temps pour certaines catégories de population, et non pas d'offrir un service bancaire complet, hein, qui soit concurrent de celui des banques. Hein. Mais le sujet aussi qui est très important, c'est de dire, cette application, il y aura un portefeuille avec un montant maxi qu'on pourra créditer. On ne l'a pas décidé, ce montant. Il ne sera pas élevé. Il avait circulé, il y a quelques mois, le montant de 3 000 euros. C'est pas du tout décidé, ça a été évoqué pour faire le calcul de stabilité financière. Le montant sera très certainement en dessous, et nous, côté Banque de France, on milite pour qu'il soit significativement plus bas que ça. Et donc, pardonne-moi, mais ça, c'est du démarrage.
Enfin, non, mais je veux dire, on est dans un après, on peut pays où la monter, CSG a on peut commencé le à monter. 1%. Hein, donc, alors, une fois que tu as mis le pied dans la porte... Je ne voudrais pas qu'on fasse des confusions. La Banque de France n'est pas la Direction générale des impôts. Hein, voilà. Donc, nous, on Plus n'est pas stable, là. tu veux dire. On n'est pas là pour lever l'impôt, hein, pas du tout. On est là pour garantir la stabilité du système monétaire et financier. Donc, encore une fois, c'est le message qu'on porte aussi à l'ensemble des banques avec lesquelles on discute aujourd'hui. Le but de ce moyen de paiement, c'est pas de disrupter le modèle bancaire. Et en particulier, je le dis, on l'a répété beaucoup, on a un modèle bancaire particulièrement fort et performant en France. C'est le premier secteur bancaire en taille et en PNB dans la zone euro. Donc il est hors de question, par ce projet-là ou par d'autres, qu'on disrupte le modèle bancaire français. Et donc il faut trouver une voie. Hein. Il faut que ça ait un intérêt pour les consommateurs, il faut que ce soit neutre en termes d'impact pour les banques. Merci beaucoup. Alors, on va passer à un autre sujet parce que sinon, on va faire toute la séance sur l'euro numérique. Donc, on le voit, tu es bien schizophrène, hein, le cash, l'euro numérique, mais aussi tous les autres moyens de paiement. Alors, rapidement, récemment, on a eu quand même une belle évolution sur le paiement sans contact, puisque ça y est, les 50, c'est fait, maintenant, on dépasse. Alors, Philippe connaît très très bien le sujet puisqu'il est le papa. Enfin, on dépasse avec le code quand même. Oui, hein, on est d'accord. Hein. Non, mais enfin, c'est qu'il y a une demande. Avant, il n'y avait pas la demande. Donc là, on est d'accord, le Covid nous a tous aidés. Sans contact. J'en parlais en préambule. On va faire un petit tour en fait rapide là de différents moyens de paiement et sur lesquels vous avez des travaux, sur lesquels toute la direction études, hein, c'est ça chez toi. Je vous invite à lire, c'est très intéressant. Tout ça est public. La note d'organisation. J'ai été regarder avant de tout ce que fait ton service. C'est assez intéressant de voir que tout ça est au même endroit. Parce qu'on a en même temps des problématiques logistiques et de production de diffusion de cash. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, vous avez dû en détruire quelques-uns. Là. Donc des chaînes de prod, ça arrive d'avoir des soucis. Ah oui, bien sûr, mais comme toute industrie. Hein, voilà. Et en même temps, on fait des études prospectives sur qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans, dans 15 ans. Et certains d'entre vous ici participent d'ailleurs à ces comités. Donc c'est très instructif. Moi, je rigolais parce qu'il y a des gens que je vois dans cette salle qui étaient ici il y a 10 ans, ou un peu plus, 2013, pour nous expliquer qu'on allait bientôt tous payer en QR code et que le sans contact, c'était nul. Après, la Banque de France vous a expliqué que le QR code, franchement, c'était pas safe. Hein. Et d'ailleurs, pas que la Banque de France, puisqu'il y a eu des grosses initiatives au Luxembourg qui ont fait flop aussi après, alors qu'elles avaient beaucoup monté, parce qu'il y avait eu des cas de fraude. Et puis, alors, il y a eu le Covid, où on nous a dit qu'on pouvait tout faire avec un QR code, et alors depuis, c'est revenu en masse. Et je lisais, en préparant cette interview, qu'il paraît qu'il faut vous méfier, là, pour payer à Paris pendant les Jeux Olympiques. Et la nouvelle fraude, c'est de foutre des QR codes sur les autocollants, là, et on paye des autres gens. C'est formidable, donc on monte, on descend, on monte, on descend. Oui, alors c'est un sujet qui est large et compliqué. Bon, d'abord, la fraude au QR code est beaucoup plus large que sur le domaine paiement. Hein. Aujourd'hui, la majorité des cas de fraude sur les QR codes, c'est du phishing, hein, comme tu disais, hein, sur des sites. Bon, alors derrière, ça se traduit effectivement dans beaucoup de cas aussi par la captation de données personnelles. Hein, donc ça, c'est un des gros risques de ce type de fraude. C'est pas que le paiement, tu as raison. C'est tout plein de choses. Donc c'est très large. Et l'essentiel, d'ailleurs, une grande partie des cas de fraude sont de volets de données personnelles, enfin des choses comme ça. Bon, ensuite, sur les paiements, qu'est-ce qu'il faut voir ? Il faut voir que effectivement, on a des cas de fraude. Alors, en France, quand on regarde la fraude au moyen de paiement, aujourd'hui, c'est vraiment résiduel. Sur les cartes, on est à... Mais non, parce qu'aujourd'hui, on ne paie pas en QR code en France. Ouais. Donc, l'essentiel, c'est bien sûr en carte bancaire. C'est ultra sécurisé. On a tout un programme pour continuer à lutter contre ça. Donc, je dirais, vous êtes peut-être en tête, le montant en France de la fraude annuelle, tout moyen de paiement sauf le cash, hein, mais j'en parlais si vous le souhaitez, mais tous les moyens de paiement digitaux et scripturaux, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros par an. Donc de préjudice, hein, d'1 milliard d'euros. Sur un volume de paiement qui est monstrueux, enfin, on parle alors, l'ensemble des paiements transactionnels, c'est 30 000 milliards. Hein, donc c'est énorme. Ce que je dis, on parle de... Donc, 1 milliard d'euros, c'est beaucoup trop, bien sûr. Hein. Là-dedans, il y a 40% sur les paiements cartes sur Internet. Hein, donc, alors là aussi, on a beaucoup sécurisé avec 3D Secure, donc on va dans le bon sens. Il y a un gros tiers, on y viendra peut-être tout à l'heure, sur le chèque. J'avais une question. C'est ultra fraudé, le chèque en France. Hein. Donc c'est entre 300 et 400 millions d'euros de préjudice chaque année de fraude par chèque. Et le reste, c'est les virements. Et donc notamment avec les nouvelles
les nouvelles pratiques qu'on connaît tous, hein, le spoofing, donc l'usurpation de numéro de téléphone de son banquier, les faux conseillers bancaires en ligne. Donc, c'est des fraudes qui sont assez sophistiquées et qui sont des fraudes, en fait, de manipulation d'un certain nombre de personnes fragiles ou pas forcément fragiles, d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est les fraudes. Le QR code là-dedans, c'est rien. C'est peanuts. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'utilise pas. Bon, alors là où on l'utilise, qu'est-ce qui se passe ? Ce que je veux dire aussi sur les paiements, le QR code, effectivement, on a entendu beaucoup de mises en garde, beaucoup de positions très tranchées sur l'intérêt, le côté sécurisé ou pas sécurisé du QR code. La réalité, c'est qu'il se développe beaucoup dans les paiements. Hein. Les grandes applications de paiement internationales, pas en France, puisqu'on ne l'utilise pas aujourd'hui en paiement instantané, mais qui sont très répandues en Chine, vous les connaissez tous, hein, Alipay, WeChat Pay, ainsi de suite, mais aussi les grandes, elles ont un succès énorme, vous le savez aussi, les grandes applications de paiement en virement instantané en Inde et au Brésil, hein, Pix et UPI, reposent sur les paiements QR code. Il y a aussi une option paiement NFC. Donc ces paiements-là sont très très répandus. Le taux de fraude, quand on discute avec la Banque centrale du Brésil ou la Banque centrale d'Inde, alors je ne sais pas si c'est du face saving, mais le taux de fraude est annoncé comme étant maîtrisé sur le QR code. Hein. Voilà. Alors ce n'est pas une technologie, bien entendu, infalsifiable, loin de là. Le problème du phishing existe aussi quand on fait l'acte de paiement. Hein. Donc c'est là aussi qu'on a un risque. Mais on ne peut pas dire que le QR code est condamné comme support de paiement. C'est plutôt même le contraire aujourd'hui. Il s'étend. Encore une fois, merci, directeur digital Covid. Il y a beaucoup d'évolutions. Alors, très rapidement, parce que là, on déborde et j'ai mes panélistes d'après qui me disent, mince, ça va être compliqué. Quelques questions très simples, rapides. Tu as évoqué le chèque. Bon, quand est-ce qu'on finit de le tuer, ce truc-là ? Alors, c'est une très très bonne question parce que alors on est quand même ultra atypique par rapport à nos voisins, par exemple. Hein. Enfin, oui, il y a 2 pays dans le monde. Ouais, donc là, on a une pratique qui est ancestrale, si je puis dire. Hein, mais alors, on est tous d'accord, y compris la Banque de France, pour dire il faut faire diminuer le plus vite possible le chèque. Alors le chèque continue à diminuer. Aujourd'hui, c'est 5% des transactions, hein, mais ça représente souvent des montants élevés. Hein. Et je disais tout à l'heure, ça représente un tiers de la fraude en valeur en France. Donc ça reste un risque très important. Donc il y a un vrai sujet. Et donc, c'est un des... Alors, on l'a pas dit tout à l'heure, mais donc, en tant que président du Comité national des moyens de paiement, hein, donc on a tout un tas d'actions. Hein, et une des actions régulières hein, qui existait avant que je prenne la présidence, mais c'est travailler de concert avec l'ensemble des acteurs de la place, en particulier les banques, sur la diminution de l'usage du chèque. On a un sujet ultra sensible politiquement, vous le savez. Et on n'est certainement pas parti dans le bon sens pour dire on va interdire le chèque aujourd'hui. Donc, on va continuer à faire avec. Mais il faut arriver à convaincre nos utilisateurs et nos utilisateurs de chèques qu'il y a des moyens de paiement beaucoup plus faciles, pas beaucoup plus faciles, mais en tout cas aussi faciles d'utilisation et plus modernes. Par exemple, les virements en ligne, donc tout ça. J'allais y venir parce que comme je dis, il faut que j'aille vite sur chaque question. Question de génération sur le chèque. C'est aussi un problème de génération. Donc, il faut être patient, si je puis dire. Une bonne canicule et c'est réglé, c'est ce que tu nous dis, quoi. Le chèque est condamné à baisser. Voilà. Enfin, on va voir le verre à moitié plein quand même. Il y a 15 ans, c'était pas 5%. Hein. C'était quand même énorme, les chiffres, donc on a quand même bien baissé. Rapidement, mais vraiment rapidement, instant payment. Instant payment. J'ai l'impression qu'on n'est pas aussi à l'endroit où on voulait être quand on en parlait, quoi. Alors, je l'ai dit poliment, non ? Non, oui, très bien, mais il n'y a pas de sujet d'ailleurs, c'est pas... Non, mais... on va laisser parler aussi nos collègues qui oui, mais t'inquiète, j'ai plein de questions pour eux. Martina qui arrive tout à l'heure et qui va parler de pays. L'instant payment, y compris dans nos vies quotidiennes, c'est un moyen de paiement qu'on va tous avoir de façon massive demain. Hein. Et demain, c'est pas dans 10 jours, dans 10 ans, pardon. C'est dans quelques années, et notamment avec... alors, je vais faire un peu de pub, mais on soutient, vous savez, officiellement cette initiative qui est très intéressante et très importante, avec Wero, hein, l'application de paiement qui est développée pas par elle seule, mais par l'ensemble des banques françaises. Donc,
on aura tous une offre de paiement avec cette application Wero qui sera une application de paiement instantané. Donc ça arrive. Hein. Donc voilà, ça a pris plus de temps. Pourquoi ça a pris plus de temps? Parce qu'on a aussi des habitudes installées qui sont très fortes en France. Et le besoin de payer en paiement instantané quand on a un réseau carte bancaire aussi puissant, aussi fort qu'aujourd'hui. Voilà. Enfin, honnêtement, vu que mon métier c'était aussi de créer des banques, je suis client, je le dis souvent, mais de 12 banques, c'est une catastrophe à suivre. Il y en a plein où c'est pas facile de payer en instant payment. Hein. Il y en a où c'est très simple, c'est dans le parcours. Il y en a où c'est payant, mais c'est pas clair. Il y en a où c'est pas dans le parcours. Vous savez que le virement instantané, là, il y a eu un certain nombre de régulations, ça aide aussi de temps en temps quand même, hein, et c'est utile pour l'imposer, y compris pour imposer les règles tarifaires comparables au paiement classique, hein, puisque toutes les banques vont s'aligner dans le courant de l'année sur les règles tarifaires, et donc on va rentrer dans une habitude d'utilisation qui va être beaucoup plus forte. Hein. Donc moi, ce que je prévois, c'est que dans les prochaines années, ça va devenir un moyen de paiement très important, hein, dans notre panoplie en tant que Français. Allez, plus que 2 questions, sinon j'y arriverai pas. Open banking. En un mot, très lié. Ça avance comme tu veux Non. Bon, non. Alors, open banking, c'est un sujet très important qui est accompagné au niveau juridique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça se développe mal. Hein, alors, pour plusieurs raisons. Alors, aujourd'hui, quand on regarde le pourcentage des transactions initiées en mode donc API open banking, c'est 0,01% des transactions faites en France. Donc on est loin du raz-de-marée. Ça avance pas bien. Pourquoi? Et c'est ce que nous font remonter les prestataires de paiement qui sont sur ces créneaux-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un problème, je dirais, de fiabilité de l'infrastructure des API bancaires pour pouvoir généraliser ou développer. Voilà. Alors, c'est un sujet qui n'est pas d'une ultra priorité, mais qui est très important quand même, qui va faire l'objet dans les prochains mois d'un groupe de travail spécifique au sein du CNMP, donc du Comité national des moyens de paiement, pour essayer d'harmoniser les pratiques et l'offre technique en matière d'API, hein, sur la base des standards qui ont été déjà mis en avant. C'est un sujet devant nous et il faut améliorer la situation. Bon, on fera tout un thème là-dessus, je pense, en décembre. Hein. On le fait une fois par an pour se dire à chaque fois, mince, ça avance pas, mais on essaiera quand même. Et la dernière question, c'est juste en préambule du panel de fin de matinée. Tu as dit que souveraineté, tu avais peut-être un avis sur la question avant le panel, non? Oui, alors je vois qu'il y a un sponsor, American Express, il faut que je salue amicalement. Non, on est hyper ouvert, Axel. PayPal les membres, Google, on est ouvert. Tout à fait, non, mais... Alors, d'abord, dans les paiements comme dans toutes les activités humaines, il faut de tout pour faire notre monde des paiements. Hein. Donc il y a de la place pour tout le monde. Donc ça, c'est pas juste une précaution oratoire. Le vrai sujet sur la souveraineté des paiements, c'est de savoir, et ça c'est quand même un sujet crucial, c'est que, rappelons-nous, il y a bientôt 25 ans, on a fait une monnaie commune dans 20 pays. L'intégration, au-delà de l'intégration monétaire stricte, elle est longue, elle est compliquée, et elle passe aussi par l'intégration des paiements. Pas que. Hein. Il y a tout un tas d'autres sujets, bien sûr, mais elle passe par l'intégration des paiements. Et on voit aujourd'hui, dans les 20-25 ans de recul de la durée de vie de notre monnaie unique, on voit que sur les paiements, le paysage reste très fractionné. On a quelques pays de la zone euro où on a des schemes nationaux souverains puissants, CB, et c'est très bien, qui nous assure, je dirais, une indépendance minimale. Mais on a beaucoup de pays dans la zone euro qui sont dépendants totalement de schemes non européens, alors qui rendent très bien leur rôle et qui, bien sûr, permettent la fluidité des paiements. La question, c'est est-ce que dans une zone aussi importante, aussi puissante économiquement, qu'est la zone euro, on n'a quand même pas un intérêt stratégique à avoir un scheme de paiement, un jour, un scheme de paiement souverain européen qui couvre les 20 pays de la zone euro. Et ça, c'est un des sujets qui sous-tendait la question de l'euro numérique, pas que, mais la première réponse, c'est EPI. Et au-delà du Benelux, de l'Allemagne et de la France, avec quand même, hein, je parle sous le contrôle de certains d'entre vous, que ça représente déjà quand même 60% des transactions retail de la zone euro.
Mais au-delà de ces pays-là, le premier intérêt qu'on a collectivement, c'est de pouvoir étendre la solution EPI à l'ensemble des autres pays de la zone, et on aura une première réponse en termes de souveraineté, avant même de parler d'euro numérique. Je sais que tu vas rester au premier rang pour le panel, donc tu ne manqueras pas de réagir si besoin tout à l'heure. Un grand merci, on peut l'applaudir. Merci beaucoup.